Oui, alors effectivement, cela fait plus de 30 ans que des physiciens ont reconnu que la haute métaphysique avait 30 ans d'avance sur la mécanique quantique. Évidemment, c'était dans les années 80. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Et toujours, évidemment, 30 ans d'avance, on pourrait dire 3000 ans, peu importe, parce que la physique n'a absolument pas avancé d'un iota, n'est-ce pas? Elle a inventé des nouvelles théories, les cordes, les bosons de Higgs, ce que vous voulez. Mais c'est pas ça qui fait avancer la science, puisque c'est toujours rajouter des nouvelles théories à des théories qui entre elles sont contradictoires pour essayer de les faire coller. Mais c'est pas ça la science. La science, la science de l'univers, ça consiste à comprendre un principe unique, et avec ce principe très simple, comprendre la totalité de l'univers. Si c'est pas le cas, ça n'a aucune chance d'être vrai. Aujourd'hui, on a besoin de 36 théories pour rendre compte des apparences physiques. euh, des théories pour le temps, des théories pour la matière, des théories pour le Big Bang, l'univers, des théories pour la vie, des théories pour l'espace, des théories pour la lumière. Bon, cela n'a pas de sens. Si on a besoin de plusieurs théories, c'est qu'on se trompe. C'est pas plus compliqué que ça. Et si on a besoin de plusieurs énergies, d'ailleurs, c'est qu'on se trompe. Hein. Vous savez bien, aujourd'hui, il faut 4, 5 énergies différentes pour rendre compte des apparences. Alors, il y a la gravitation pour les étoiles, il y a l'électromagnétisme, il y a la force forte, la force faible, et puis on en inventera encore. Euh, S'il y a besoin de plusieurs énergies pour rendre compte de l'univers, c'est qu'on se trompe, c'est tout. L'univers, c'est une seule chose, une seule nécessité, un seul mouvement, une seule réalité, et tout est cohérent là-dedans, il n'y a pas des choses contradictoires. Donc effectivement, on a reconnu que la haute métaphysique avait 30 ans d'avance sur la mécanique quantique, et c'est normal, bien que certains disaient, mais c'est pareil, c'est la même chose, la métaphysique et le quantique, ils disent la même chose, ils disent que la matière n'existe pas et que c'est l'acte d'observation qui engendre la matière. Ah oui, mais attention, effectivement, la mécanique quantique s'est rendu compte que euh, la matière n'a pas de réalité en soi et que c'est l'acte d'observation qui la détermine. Ok, elle a raison. Mais ça, on le disait depuis la nuit des temps. Il y a 5000 ans, on le disait déjà. Il y a 10 000 ans, probablement, on le disait aussi. Ce sont des évidences premières, en fait, dont on ne tient en général aucun compte, et tout le monde pense le contraire la plupart du temps, mais ce sont des évidences quand même. Bref, on n'a pas besoin d'accélérateur de particules pour aboutir à ce genre de conclusion. Donc il est normal que nous disions la même chose de ce point de vue-là, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que les théories qui ont abouti, les observations, les expériences qui ont abouti à cette conclusion, à la conclusion que c'est l'acte d'observation qui est premier, en particulier l'expérience des fentes de Jung. Vous avez cette expérience où on essaye de faire passer on envoie un rayon lumineux en pensant que c'est un photon, un seul photon, un seul électron, et on s'aperçoit qu'il passe par les deux fentes en même temps. Alors on se dit c'est quand même bizarre. Notre particule se comporte comme une onde, comme de l'énergie. Donc c'est de l'énergie. Et puis après on met un instrument de mesure, et puis on s'aperçoit que finalement le rayon se comporte comme une particule. Il passe par une seule fente et pas par l'autre. Bon. Comme s'il avait écouté les desiderata de l'opérateur. Et c'est le cas d'ailleurs, c'est toujours le cas. Si vous parlez avec des opérateurs du CERN, avec des physiciens du CERN, ils vous diront toujours ça, en privé. Mais en public, c'est pas facile. C'est pas facile de dire aux gens, voilà, c'est le concepteur de l'expérience qui détermine les résultats de l'expérience. Et pourtant, ça va de soi. C'est normal que ce soit comme ça. Parce que la physique, ça a toujours été observer le monde, observer l'univers, observer la matière. Or, c'est pas comme ça qu'on peut comprendre les choses, puisque le fait d'observer la matière sous-entend et affirme l'existence de cette matière. Dès l'instant que vous inventez des instruments, des méthodes, des protocoles pour étudier la matière, c'est que vous croyez à la matière. Et donc, au bout du compte, vous obtiendrez le résultat que vous avez souhaité. C'est l'intention qui compte. Ça, on s'en est rendu compte avec les fentes de Jung. Mais ce n'est pas suffisant. Alors évidemment, les spiritualistes se sont emparés
de cette théorie quantique en disant, vous voyez, on avait raison, tout est spirituel, la matière n'existe pas. Évidemment, ils ont raison. Effectivement, la matière n'existe pas, elle n'a jamais existé, elle n'existera jamais. Et il n'y a que l'esprit. Mais ce n'est pas en s'appuyant sur la mécanique quantique qu'on va comprendre mieux ou qu'on va pouvoir vraiment avoir des justifications de ça. Pourquoi? Parce que ces expériences, comme d'autres d'ailleurs, n'expliquent rien. Elles ne font que constater une évidence première que l'on a toujours connue. Donc il n'y a aucune raison de faire référence plus au quantique qu'à autre chose. Ce que ne dit pas la physique quantique, c'est d'où vient l'acte d'observation? Qu'est-ce que c'est que cet acte d'observation? En quoi consiste-t-il? Deuxièmement, pourquoi l'acte d'observation engendre l'effet de matière, l'apparence de matière? Pourquoi? Mais il y a longtemps que la physique a renoncé au pourquoi parce qu'elle n'a pas les outils nécessaires pour le faire. C'est la haute métaphysique qui a les outils pour le faire, bien sûr. Il ne faut pas faire d'hypothèse. Il ne faut pas faire d'hypothèse pour comprendre l'univers. Il ne faut pas faire l'hypothèse que l'univers existe. Il ne faut pas faire l'hypothèse que la matière existe. On n'y comprendra rien. Et évidemment, après, quand on s'aperçoit que la matière et l'univers n'existent pas, on est perdu. On dit, ah, ben alors, il n'y a plus de bon sens. Il faut pas aborder ça avec le bon sens commun. Mais si, bien sûr, c'est du bon sens, sauf que ce qu'on a envoyé dans les fonds de dune, ça n'a jamais été une particule. Jamais. Alors on ne devrait pas s'étonner qu'elle se comporte comme une onde. C'est une onde. Ça n'a jamais été une particule. On s'étonne que, la particule se comporte comme une onde, parce qu'on croit à la particule. Alors qu'en fait, on devrait se dire, c'est curieux, l'onde se comporte comme une particule. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est important. Et c'est ce qu'explique évidemment la haute métaphysique. Pourquoi la conscience engendre automatiquement l'effet de matière, l'effet de résistance matérielle, l'effet d'inertie, l'effet de c'est solide, alors que ce n'est que de l'esprit. Pourquoi? Il faut l'expliquer. Et nous l'expliquons bien entendu. Si vous avez étudié un peu la haute métaphysique, vous le savez pertinemment. Et puis il n'y a pas que ça encore. Il y a pourquoi, une fois que la conscience a engendré un effet de particules discontinues, séparées les unes des autres, par un vide, qui n'est pas vide du tout évidemment, l'énergie est continue, mais l'apparence dans la conscience est toujours discontinue. Pourquoi ces particules se mettent à tourner sur elles-mêmes et à tourner les unes autour des autres à distance? C'est très intéressant. Pourquoi? En tout cas, pourquoi ça se fasse de cette façon-là, dans l'apparence? Eh bien, cela aussi, on l'explique évidemment. Et c'est d'ailleurs expliqué depuis plus longtemps que ça. C'est expliqué l'origine de la conscience, elle est expliquée depuis 1985, mais la cause de l'atome, comment l'atome se met en route et pourquoi il se comporte de cette façon-là, c'est en 1955 que ça a été déposé par Léon Raoul-Athem à l'Académie des sciences de Paris. La dégravitation, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, il a fallu que j'attende longtemps. J'ai joué avec des aimants depuis l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Et à force de jouer avec des aimants, j'ai fini par comprendre un certain nombre de choses. Et par exemple, les mouvements planétaires, je les trouvais très rapidement parce que avec les aimants, j'avais considéré justement que les planètes et les étoiles étaient des aimants. Alors, ça n'est pas venu tout de suite, bien sûr, mais peu à peu, le fait de savoir que les planètes et les mondes planétaires sont des aimants, il fallait bien sûr trouver pas le secret tout de suite, mais enfin comprendre un petit peu comment ça fonctionnait.
Alors, je n'ai pas trouvé tout de suite, ça a été assez long. J'ai mis une quinzaine d'années quand même à découvrir le secret de l'univers, 15 ou 20 ans même. On joue avec des aimants, d'accord, mais un coup, on les prend d'une certaine manière, ils s'attirent, on les prend d'autre manière, à l'envers, ils se repoussent. Alors, c'est très étonnant parce que c'est vraiment un phénomène absolument extraordinaire. C'est resté secret, évidemment. Et aujourd'hui, si vous allez à l'Académie des sciences et que vous demandez où sont les travaux de M. Hatem qu'il a déposés en 1955, on dira bon, on ne sait pas, on n'a rien vu, on ne connaît pas. Bon, bref, peu importe. Ce qui est important, c'est justement ça, comprendre l'acte d'observation. En fait, ce n'est pas un acte d'observation puisqu'il n'y a rien à observer. Ce qu'il y a, c'est la conscience. Il faut appeler les choses par leur nom. Il faut appeler un chat, c'est la conscience. Pourquoi il y a la conscience? D'où elle vient? Quelle est sa nature? Cela s'est expliqué très clairement et de façon définitive depuis 1985. Si vous voulez le connaître, vous le connaissez. D'ailleurs, il y en a beaucoup parmi vous qui le connaissaient, qui le savaient. Ensuite, une fois qu'on sait quelle est la conscience, on comprend pourquoi cette conscience se donne une forme discontinue, qui justifie le quantique, puisque quantique, ça veut dire discontinu d'ailleurs. Pourquoi ça donne une apparence de particules séparées les unes des autres, de planètes, d'étoiles? Parce que c'est le même fonctionnement, c'est la même chose, c'est la même explication. Pour la science, c'est pas du tout la même explication, puisqu'il y a le macrocosme qui fonctionne avec la gravitation, et le microcosme qui fonctionne avec le quantique, et qui n'a plus rien à voir avec la gravitation. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. La preuve d'ailleurs, c'est que on essaye d'expliquer la gravitation avec la courbure de l'espace. Vous savez, ça c'est Einstein qui disait c'est parce que l'espace est courbe qu'on a l'impression de gravitation et que les masses tournent. Ah oui, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de gravitation dans l'atome. Ce qui veut dire qu'il y a un espace qui n'est pas courbe. Dans l'atome, il y a deux espaces différents, il y en a un courbe et un pas courbe, n'est-ce pas? Et alors le plus drôle, c'est que l'espace courbe serait constitué par l'espace non courbe, puisque tout l'univers est constitué d'atomes. Bref, ce qui est intéressant, c'est de comprendre avec un seul principe pourquoi forcément la conscience se donne un contenu discontinu, dualiste, avec des aimants constitués de leurs deux polarités magnétiques, un nord et un sud, qui fait qu'elles sont forcément à distance les unes autour des autres. On vous explique pourquoi très simplement. Tout cela est dans nos sites et dans les cours de l'Université francophone de métaphysique. Et ensuite, donc, comment se naît un atome, comment se met un atome en mouvement, comment se met tout l'univers en mouvement, et pourquoi il évolue. Parce que c'est bien beau de dire que l'univers est parti du Pichenette il y a 13 milliards d'années. Mais pourquoi il continue maintenant? Pourquoi il y a encore un univers aujourd'hui? En réalité, vous le comprendrez très bien, d'ailleurs c'est dans notre module 1, que pour qu'il y ait l'univers maintenant, il faut que la cause de l'univers soit maintenant. Si la cause de l'univers était dans le passé, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'univers. Mais si l'univers est là, et si l'univers évolue à chaque instant, c'est parce que la cause est là, présente à chaque instant. Et cela, pour le comprendre, il faut comprendre la cause de la conscience. C'est simple. Ça ne peut être que simple. Si l'univers n'était pas simple, il n'existerait pas. Il n'y a personne pour le compliquer. Il n'y a personne pour rajouter des équations. Il n'y a personne pour rajouter des théories. L'univers, c'est la simplicité absolue. Rien ne peut être plus simple que l'univers. Le problème, c'est que notre mental égotique, lui, il n'aime pas la simplicité. Il veut compliquer les choses parce qu'il sait très bien où le mènerait la connaissance. Il sait très bien que le fait de comprendre ce que c'est que la conscience remet complètement en cause l'ego. Or, vous le savez bien, aujourd'hui, tout fonctionne sur l'ego et en fonction de l'ego et pour le profit de l'ego. Donc, le mental et celui des chercheurs en particulier, évidemment, fait tout pour se maintenir dans l'ignorance. On prétend chercher, on prétend vouloir trouver consciemment, c'est vrai, mais il y a une partie de nous qui refuse absolument de comprendre
Et ce n'est qu'une fois qu'on a débusqué ces subterfuges du mental qu'on peut comprendre d'où vient l'univers, d'où vient la matière, d'où vient la conscience. À votre disposition pour tout ça, bien entendu, vous le savez.